Très bien. Donc, on a dit qu'on va travailler avec xi, pardon, c'est-à-dire la valeur finale de xi. À quoi est égale la formule générale? Donc, c'est xi moins 1, bien sûr, plus delta u total sur l'utilité marginale finale. D'accord? Alors, je remplace. Donc, x6 sera égal à x5, comme on a dit. Hein, donc, c'est xi moins 1. Plus delta u total, donc ça sera l'utilité totale de finale, donc finale c'est 6, donc x6, moins l'utilité totale initiale, donc x5, sur l'utilité marginale de quoi? Bah de x finale, c'est-à-dire x6. Faites attention hein, donc au rang, hein, c'est très important. Et après on remplace, donc x5 on l'a déjà, donc c'est 9, plus l'utilité totale x6 c'est 39, moins 45 sur moins 3, c'est ça. Et donc, ça nous donne 9 plus, et ici 39 moins 45, ça fait moins 6 sur moins 3, ça fait bien sûr plus 2. Et donc, ça nous fait 11. Voilà pour la dernière valeur. Très bien. Donc, tout ce travail-là que je viens de faire, les formules, etc., il faut le mettre sur la copie d'examen, c'est obligatoire. Alors, on enchaîne. Deuxième question. Rappelez la définition de la convexité des courbes d'indifférence. Donc, rappelez la définition de la convexité des courbes d'indifférence. Et expliquez pourquoi le TMS de ces courbes est décroissant lorsque les courbes sont convexes. Donc, ça, c'est une question de courbe, bien sûr. Okay? Alors, définition, deuxième question. La définition. Alors, les courbes d'indifférence sont convexes. C'est seulement si, pardon. Donc, delta y est une constante, implique que delta x est croissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour remplacer la même unité de y, par exemple, delta y, chaque fois j'abandonne, je perds une unité, par exemple. Donc, imaginons que chaque fois on me demande d'abandonner une pomme. D'accord? Et je dois le remplacer par des oranges. Donc, chaque fois j'abandonne une pomme, eh bien, pour remplacer cette pomme, pour que mon utilité reste la même, inchangée, donc pour remplacer la même pomme, donc la même unité de y, on a besoin, ou j'exige, de quantités de plus en plus croissantes, de plus en plus élevées, de x. Voilà, ça veut dire que delta x, elle est croissante. Donc, pour remplacer toujours la même pomme, je demande à chaque fois, d'accord, plus d'oranges. Par exemple, la première fois, pour remplacer une pomme, je vais demander 2 oranges. La deuxième fois, je vais demander plus, c'est-à-dire 3 oranges. La troisième fois, je vais demander 5, c'est-à-dire plus. Et ainsi de suite. Donc, lorsque chaque fois qu'on me demande de compenser la même unité de y avec des quantités de plus en plus croissantes, de plus en plus élevées, importantes de x, donc ça veut dire que effectivement, on a une courbe d'indifférence qui est convexe. Ça veut dire aussi que x et y sont imparfaitement substituables. Okay? Donc, ça veut dire que x et y sont imparfaitement substituables. Pourquoi imparfaitement substituable? Parce que pour compenser ou remplacer la même quantité de y, je ne vais pas demander toujours la même quantité de x. C'est ça la définition de parfaitement substituable. Alors qu'imparfaitement, donc chaque fois tu changes la compensation en termes de x. Donc la quantité de x qui va compenser la même unité de y, il va à chaque fois changer. Et dans quel sens il va changer? Il va toujours augmenter. Donc chaque fois je vais demander des oranges, un nombre de plus en plus élevé d'oranges pour compenser toujours la même pomme, bien sûr. D'accord? Donc, x et y sont imparfaitement substitués. On avait déjà expliqué pourquoi. Parce qu'effectivement, à mesure que je perds des unités de y à chaque fois, le bien y deviendra rare. Et son prix, sa valeur va devenir plus chère. Et pour remplacer toujours quelque chose qui va devenir de plus en plus cher, c'est logique de demander une compensation et une contrepartie qui est de plus en plus élevée. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle delta x, elle est croissante, comme on a dit. Voilà la définition. Alors maintenant, à partir de cette définition, on va s'appuyer là-dessus. C'est pour ça que j'ai donné cette définition dans la question, pour aider les étudiants à faire la démonstration. Mais il y en a certains qui n'ont pas profité de ce cadeau, malheureusement. Alors, démontrer que lorsque les courbes d'indifférence sont convexes,
c'est ce qu'on a, c'est un petit peu la propriété du TMS. Eh bien, le TMS, il est décroissant. OK? Très bien. Alors, si les courbes d'indifférence sont convexes, donc par définition, qu'est-ce qu'on a? Delta Y, c'est une constante. J'ai pris l'exemple de moins 1, mais ça peut être égal à moins 2, moins 3. Bref, donc lorsque tu perds une quantité à chaque fois de Y, tu remplaces cette quantité abandonnée de Y par une quantité de plus en plus croissante de X, n'est-ce pas? Très bien. Alors, delta Y, ça vous rappelle quelque chose? Bien sûr, hein, la formule du TMS. Donc, ça veut dire que delta Y sur delta X, donc delta Y, c'est une constante. Delta X, c'est croissant. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce rapport-là, il va être comment? Il va être décroissant. Parce que imaginons que delta Y est égal, par exemple, à 1. Donc, la première fois, je demande 2 unités de X pour compenser une unité de Y. La deuxième fois, toujours pour la même unité de Y, d'accord, je demande 4 unités de X. La troisième fois, je vais demander 6. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, 1 sur 2, il est supérieur à 1 sur 4, 1 sur 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rapport, il va être en décroissant. Il va baisser. Je passe de 0,5 à 0,25. à 0,11 et ainsi de suite, d'accord? Donc, delta Y sur delta X va être décroissant. Et delta Y sur delta X, si vous voulez, hein, donc en valeur absolue, bien évidemment, parce que là, j'ai moins 1, j'ai oublié de le marquer. Voilà. Donc, ça, bien sûr, ça va être en valeur absolue supérieure, ok? Parce que les quantités négatives, ça va être l'inverse. Donc, ça veut dire moins 1 demi, en valeur absolue, c'est-à-dire 1 demi, et il est supérieur à 1 sur 4, c'est supérieur à 1 sur 6. Donc, delta Y sur delta X, en valeur absolue, va baisser. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est moins delta Y sur delta X, parce que delta Y sur delta X, c'est toujours négatif. Donc, moins delta Y sur delta X va être décroissant, et donc, moins delta Y sur delta X, c'est le TMS. Je remplace. Donc, le TMS est décroissant. Et voilà la démonstration. Donc, c'est les courbes d'indifférence. Je suis parti de la définition des courbes d'indifférence convexe qui implique ça. Et ça va donner le TMS est décroissant. Okay. Donc, toujours pour vérifier, d'ailleurs, on peut l'exploiter dans l'autre sens. Pour vérifier si les courbes d'indifférence sont convexes ou pas, on l'a déjà utilisé dans l'examen précédent, le corrigé. Eh bien, il suffit de vérifier si le TMS est décroissant ou pas. Si les décroissants sont convexes, si les croissants ils sont concaves. Très bien. On continue. Troisième question. Alors, c'est une question qui est très intéressante parce qu'il y avait des étudiants qui m'ont posé la question. Monsieur, il y a quelque chose qui manque. Vous vous êtes trompé, vous avez commis une erreur dans l'examen et on ne sait pas comment répondre à cette question. Alors que ce sont eux qui sont trompés de lecture de la question et n'ont pas su lire entre les lignes pour justement trouver l'information qui manque. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors, supposons que le prix relatif, donc si tu ne lis pas de manière active, même si la réponse elle est devant tes yeux, tu ne vas pas la voir. Donc ici, prix relatif du bien X, lecture active, je souligne les mots-clés. Comme ça, je donne un signal à mon cerveau de se focaliser sur cette information et comme ça, il pourrait l'interpréter et ça va m'aider dans la construction de réponses. Mais si je ne la souligne pas, je passe rapidement la lecture comme ça, je regarde juste avec mes yeux et il ne va pas faire attention et donc il va passer à côté. Donc le prix relatif du bien X est égal à 2. On va interpréter qu'est-ce que ça veut dire. Sachant que pour remplacer 12 unités du bien Y, le consommateur exige en échange 3 unités supplémentaires du bien X. D'accord? Pour que son utilité ne change pas. Donc, ça veut dire l'utilité reste inchangée. Déterminer si le dit consommateur, est-ce qu'il est à l'optimum ou pas. S'il n'est pas à l'optimum, donc sinon, que doit-il faire? Okay? Très bien. Alors, ici, première question, le prix relatif du bien X. Qu'est-ce que ça veut dire? Le prix relatif du bien X, ce n'est pas, par exemple, quand je dis le prix d'un bien X relatif, c'est 4 dirhams. Non. Quand je dis le prix relatif, c'est-à-dire le prix du bien X en fonction du prix de l'autre bien Y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire combien vaut le prix d'une unité de X en fonction des unités de Y. Par exemple, quand je dis que le prix d'une orange est égal à 1 dirham et le prix d'une pomme est égal à 2 dirhams. Donc, quand je dis ça, je suis en train de parler des prix absolus, c'est-à-dire le prix de chaque bien tout seul.
Donc, le prix absolu de l'orange, c'est 1 dirham. Le prix absolu de la pomme, c'est 2 dirhams. Mais quand je parle du prix relatif, ça veut dire à quoi est égal le prix d'une orange en fonction de celui de la pomme. Ou l'inverse, c'est-à-dire à quoi est égal le prix de la pomme en fonction de celui de l'orange. Donc, le prix de la pomme, c'est 2 dirhams, le prix d'une orange, c'est 1 dirham. Donc, ça veut dire quoi? Le prix d'une pomme est égal à 2 fois le prix d'une orange. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix relatif de la pomme en fonction du prix de l'orange est égal à 2. 2 fois le prix d'une orange. Ou si vous voulez, une pomme vaut 2 oranges. Elle est équivalente à 2 oranges. Donc, si je vais sur le marché, je fais un échange entre les oranges et les pommes, je vais donner une pomme, je vais recevoir en échange, en contrepartie, 2 oranges. Voilà. Donc, c'est ça la signification du prix relatif. Le prix d'une pomme en fonction du prix de l'orange. Ou si vous voulez, hein, donc le prix d'une orange, c'est 1 dirham, le prix d'une pomme, c'est 2 dirhams. Donc, ça veut dire quoi? Le prix d'une orange égale à la moitié du prix d'une pomme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vends une orange, ils vont me donner juste la moitié d'une pomme. Donc, le prix d'une orange est égal à 1 sur 2, le prix relatif, hein, donc d'une orange, est égal à 1 sur 2, le prix d'une pomme. Donc, voilà, faites la différence entre le prix absolu et le prix relatif. Donc, le prix relatif du bien X est égal à 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que PX est égal à 2 fois le prix d'une unité de Y. D'accord? Alors, sachant que pour remplacer 12 unités du bien, donc je vais abandonner 12 unités, hein, donc c'est ça la signification. Qu'est-ce que je vais obtenir en échange, en contrepartie? 3 unités supplémentaires du bien X. Donc, je vais donner 12 unités de Y, je vais recevoir 3 unités de X. Dans quel objectif? Eh bien, pour garder mon utilité inchangée. Donc, lorsque je vois mon utilité inchangée dans la phrase, dans la question, ça veut dire que je vais travailler avec le TMS. Maintenant, qu'est-ce qu'on me demande dans la question? Déterminer si le dit consommateur il est à l'optimum. Donc, je ne vais pas travailler avec le Lagrangien. Il y a certains qui vont chercher le Lagrangien, la fonction d'utilité. Ils vont même prendre la fonction d'utilité de cet exercice qui n'a rien à voir avec ça. Et ils vont travailler avec. Non. Donc ici, on me demande juste de vérifier la condition d'optimalité. Et c'est quoi la condition d'optimalité? C'est l'égalité entre le TMS et le rapport des prix. Je viens de dire qu'on va travailler avec le TMS. Alors, c'est quoi la condition, la loi de l'optimum qui travaille avec le TMS? C'est l'égalité entre le TMS et le rapport des prix. Je vais vérifier s'il y a égalité, donc il est à l'optimum. S'il n'y a pas égalité, il n'est pas à l'optimum. Et s'il n'est pas à l'optimum, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il revienne à l'optimum? D'accord? Très bien. Voilà un petit peu, hein, je vous ai expliqué hein, la question, c'est le travail que vous devez faire avant de commencer à répondre. Parce qu'il y a une grande partie des étudiants qui commencent à répondre à la question alors qu'ils n'ont même pas compris la signification de cette question. Pourquoi? Parce qu'il va prendre juste une partie de la question et il va commencer à s'attaquer à du calcul alors qu'il est complètement hors sujet. D'accord? Alors ici, la question c'est, le consommateur est-il à l'optimum? Donc, on va partir d'abord, point de départ, de la question, l'objectif de la question. Est-ce que le consommateur est à l'optimum? Donc, ça veut dire quoi? Le consommateur est à l'optimum. Donc, je rappelle la règle. Est à l'optimum. Si et seulement si, on rappelle la condition, la loi de l'optimum, si le TMS est égal au rapport des prix. Et je rappelle, le TMS, c'est quoi? C'est U' de X sur U' de Y. C'est ce qu'on a trouvé dans le cours. OK? Très bien. Donc, U' de X sur U' de Y, je ne vais pas travailler avec ça maintenant. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de comparer le TMS avec le rapport des prix. S'il y a égalité, il est à l'optimum. S'il y a supérieur ou il y a inférieur, donc il n'est pas à l'optimum. Donc, ça veut dire quoi? Je vais chercher d'abord à quoi est égal le TMS et à quoi est égal le rapport des prix. Très bien. Alors, on va commencer par le rapport des prix. Donc, je vais traduire un petit peu les données. Le prix relatif de X est égal à 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Px est égal à 2Py. Si j'avais le prix relatif de Y, je vais écrire est égal à 2, je vais écrire Py est égal à 2Px, bien sûr. Voilà. Donc, ce qui implique quoi? Ce qui implique que Px sur Py est égal à combien? Ben, est égal à 2. Voilà le rapport des prix, j'ai trouvé déjà que c'est égal à 2. Vous voyez? Juste en lisant, en interprétant les mots-clés qui sont dans la question. Donc c'est pour ça que la lecture, encore une fois, je vais me répéter, la lecture active, intelligente de la question, va vous donner automatiquement la réponse. Alors le TMS maintenant.
Alors, le TMS ici, est-ce que je vais travailler avec U' de X sur U' de Y? Non, parce que j'ai pas la fonction d'utilité. Donc, je vais travailler avec la formule variation discrète, c'est-à-dire moins delta Y sur delta X. Sauf que, à quoi est égal delta Y, delta X? Donc, j'ai pas les valeurs finales, j'ai pas les valeurs initiales. Donc, c'est pas une raison pour ne pas calculer le TMS, parce qu'on a déjà vu dans les exercices, les applications précédentes, qu'on peut calculer le TMS de trois façons. Soit j'ai le TMS entre deux points de combinaison, donc valeur finale moins valeur initiale, donc delta. Soit on me donne des phrases, des mots-clés, et à partir de ces mots-clés, je vais en déduire à quoi est égale la variation de Y et à quoi est égale celle de X. Soit à partir de l'équation de la courbe d'indifférence. Donc c'est un cas que je n'ai pas ici, donc je ne vais pas le traiter. Alors, les points, valeur finale, valeur initiale, je ne l'ai pas. Donc qu'est-ce qui reste? Les mots-clés. À partir des mots-clés, je vais chercher delta Y et delta X à partir des mots-clés. OK? C'est bon? Très bien. Alors, quels sont ces mots-clés? Donc, dans l'énoncé, on me dit remplacer combien? 12 unités de Y. Donc, je vais chercher là où il y a le bien Y. Donc, dans la phrase, il y a remplacer 12 unités de Y. Ça veut dire quoi? Remplacer, ça veut dire que j'ai déjà abandonné. Abandonné 12 unités de Y. Donc, ça veut dire quoi? Abandonner, ça veut dire que j'ai baissé Y de 12 unités. Et donc, si je baisse Y de 12 unités, ça veut dire que la quantité de Y varie. Donc, je mets delta Y est égal à quoi? Est-ce que c'est positif, négatif? Négatif, parce que j'ai une baisse. Donc, je mets moins. De combien? De 12. Et voilà, j'ai trouvé delta Y. Pareil, je fais pour delta X, je cherche le mot qui contient le bien X, donc j'ai 3 unités supplémentaires, je vais obtenir 3 supplémentaires de X. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va augmenter X de 3 unités. Donc j'ai une variation de X qui est positive, parce qu'on a une augmentation de combien? De 3. Et j'ai delta X. Après, il suffit de remplacer dans la formule du TMS, c'est égal à moins 12, ok, sur 3. Donc, ça fait 4. Voilà la valeur de mon TMS, ok. Très bien. Alors, après, j'essaie de vérifier la loi de l'optimum. Alors, la loi de l'optimum, donc je vais comparer le TMS. Il est égal à 4. Et le rapport des prix qui est égal à 2. Qu'est-ce que je remarque? Bien sûr que le TMS, il est largement supérieur au rapport des prix. Donc, il n'y a pas égalité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le consommateur n'est pas à l'optimum. Très bien. Deuxième partie de la question, on dit voilà, sinon, qu'est-ce qu'il doit faire? D'ailleurs, c'était prévisible, hein, parce que si on vous dit sinon, que doit-il faire? Ça veut dire que, implicitement, ça veut dire que vous allez trouver dans cette première question qu'il n'est pas à l'optimum. Sinon, on ne va pas vous poser la question, s'il n'est pas à l'optimum, qu'est-ce qu'il doit faire? N'est-ce pas? Donc, ça aussi, ça fait partie de la lecture intelligente des questions. J'anticipe et donc ça me permet d'avoir déjà une idée sur la réponse. Hein. Alors, s'il n'est pas à l'optimum, que doit-il faire? Que doit-il faire pour qu'il soit à l'optimum? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que doit-il faire pour qu'il y ait égalité entre les deux? Donc là, on ne vous demande pas de chercher de combien il faut augmenter ou il faut baisser. Juste, voilà, dans quel sens il faut faire varier X et Y. Parce qu'on va devoir travailler sur les quantités, bien sûr, comme on va le voir. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai TMS, hein, donc supérieur à PX sur PY. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pas d'optimum. C'est ce qu'on vient de trouver, n'est-ce pas? Alors, pour qu'il y ait un optimum, donc pour avoir l'optimum, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut qu'il y ait égalité entre les deux, tout simplement. Donc, TMS doit être égal à PX sur PY. Donc, comment je peux passer de ça à ça? Alors, ici, c'est terminé le TMS. Je ne vais plus travailler avec le TMS parce que ça ne va pas m'aider. Donc, ça me permet juste de vérifier la première, enfin la condition de l'optimalité. Est-ce que la loi de l'optimum est respectée ou pas? Une fois j'ai trouvé ma réponse, donc j'oublie le TMS. Ou en tout cas, je le remplace par son autre formule. C'est quoi? C'est U' de X sur U' de Y. Comme ça, je pourrais travailler avec la loi de l'utilité marginale décroissante pour déterminer que doit-il faire ce consommateur pour qu'il retrouve l'optimum. D'accord? Alors, TMS, on sait c'est quoi? TMS, c'est U' de X sur U' de
Y. Elle est comment? Elle est supérieure à Px sur Py. Vous voyez, hein? Donc, je remplace TMS par U' de X sur U' de Y supérieur à Px sur Py. Alors, pour retrouver l'équilibre, c'est-à-dire l'optimum, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, il faut avoir l'égalité, c'est-à-dire U' de X sur U' de Y est égal à Px sur Py. D'accord? Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, Ux' sur U' de Y supérieur à Px sur Py, on peut l'écrire différemment. On a déjà fait la démonstration parce que là, on va juste reprendre un petit peu ce qu'on a fait dans le cours. Donc, U' de X sur Px sera supérieur à U' de Y sur Py. Ça veut dire que si vous avez A sur B supérieur à C sur D, ça c'est une règle générale mathématique. Donc, elle est équivalente. Donc, c'est la même chose que A sur C, ok, supérieur à B sur D. Comme on a A sur B est égal à C sur D, est équivalente à A sur C est égal à B sur D. D'accord? C'est ce qu'on a fait ici. Hein? Donc, ici, vous avez A, B, C, D. Voilà. Très bien. Donc, c'est ça le constat, la situation dans laquelle se trouve le consommateur. Donc, s'il veut retrouver l'égalité, au lieu que ce soit supérieur ici, on doit avoir égalité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, ici, j'ai un terme qui est supérieur. Et ici, j'ai un terme qui est inférieur. Donc, je dois baisser le terme qui est supérieur et augmenter le terme qui est inférieur. Comme ça, à un moment donné, ils vont être égaux tous les deux. D'accord? Et on va retrouver l'équilibre du consommateur. D'accord? Alors, pour passer de U' de X sur Px supérieur à U' de Y sur Py à égalité, c'est-à-dire U' de X sur Px est égal à U' de Y sur Py. Qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut baisser le terme supérieur, n'est-ce pas? C'est-à-dire ici U' de X sur Px et augmenter le terme inférieur, c'est-à-dire ici dans notre exemple, prime de Y sur Py. Voilà un petit peu le raisonnement, mathématiquement parlant. D'accord? Très bien. C'est comme si j'ai par exemple, je sais pas moi, donc 50 sur 2 supérieur à 10 sur 4. Okay. Donc, si je voudrais ramener l'égalité entre ces deux termes, ben, il faut que je fasse baisser 50 sur 2 et augmenter 10 sur 4. C'est à peu près le même raisonnement. Très bien. Alors, donc, il faut, comme on a dit, baisser U' de X sur Px et augmenter U' de Y sur Py. Voilà l'opération. Très bien. Alors, ici, comme vous voyez, on a un rapport, hein, donc U' de X sur Px, U' de Y sur Py. Et donc, pour faire baisser ce rapport-là, je dois agir sur les deux. D'accord? Or, ici, dans le modèle néoclassique, on suppose que les prix, on ne peut pas les changer. On ne peut pas agir sur les prix. On peut ni les augmenter, ni les baisser. On les prend comme des constantes. Donc, puisque Px et Py sont fixés à l'avance, donc, baisser U' de X sur Px passe par quoi? Ben, passe par la baisse uniquement de U' de X. Donc, je vais maintenir Px fixe et je vais faire baisser U' de X seulement. Et pareil, augmenter U' de Y sur Py, puisque Py c'est une constante, donc je vais bien sûr augmenter uniquement U' de Y. Donc, ça, c'est une constante. Ça aussi, c'est une constante fixée à l'avance. Donc, il me reste uniquement, donc, pour retrouver l'équilibre, baisser l'utilité marginale de X et augmenter l'utilité marginale de Y. Or, la loi de l'utilité marginale décroissante, qu'est-ce qu'il me dit? Ben, il y a une relation inverse entre l'utilité marginale d'un bien et sa quantité consommée. Donc, si je voudrais baisser l'utilité marginale d'un bien, je vais augmenter la quantité consommée de ce bien. Si je voudrais augmenter l'utilité marginale d'un bien, il suffit de baisser la quantité consommée de ce bien. Et donc là, on applique la loi de l'utilité marginale décroissante. Donc, baisser U' de X, je le mets ici, la loi de l'utilité marginale décroissante, l'abréviation, implique relation inverse. Vous voyez, ici, pour baisser, il faut augmenter la quantité de ce bien, X. Et pour augmenter U' de Y, la loi de l'utilité marginale décroissante implique bien évidemment relation inverse. Ici, j'ai une augmentation, donc là, je vais baisser
y. Et donc, j'applique, j'augmente x, u' de x va baisser. Bien évidemment, le rapport u' de x sur px va baisser. Et en même temps, je consomme moins du bien y, pareil. U' de y va augmenter et u' de y sur py va augmenter. Donc, l'utilité prime de x, l'utilité marginale de x sur px va baisser. Celle-là, elle va augmenter. U' de y sur py, à un moment donné, ils vont bien sûr s'égaliser. Et à ce moment-là, on trouve bien sûr l'optimum. Le consommateur retrouvera l'optimum. Donc, pour retrouver l'optimum, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, notre consommateur? Il faut qu'il augmente sa consommation du bien X et qu'il baisse sa consommation du bien Y. De combien, on ne sait pas. Donc, ce n'est pas l'objectif de la question. Juste regarder dans quel sens il faut augmenter X ou il faut baisser Y. Voilà un petit peu comment répondre à ce type de question. Très bien. Donc là, on va enchaîner avec le dernier exercice sur 12 points. Alors, vous avez donc la fonction d'utilité du consommateur qui s'écrit x1 quart, 3 quarts. Le prix ou les prix des biens x, y sont égaux respectivement, donc dans l'ordre à 4 dirhams. Donc, le premier chiffre, c'est px, n'est-ce pas? Et le deuxième chiffre, c'est py, parce que j'ai commencé par le bien x en premier, vous voyez, ici. Et le bien y en deuxième. Donc, le premier chiffre, ça représente px. Et le deuxième, c'est py. On continue. Le revenu et les données est égal à 320. Première question, détermine la combinaison optimale, lagrangien obligatoire. Hein, donc, il n'y a pas de méthode de substitution. Attention. S'il y a quelqu'un qui me met la méthode de substitution, c'est 0, direct. Donc, Lagrange obligatoire. Donner l'utilité maximale, donc le consommateur peut atteindre à l'optimum. Combinaison optimale, c'est-à-dire x étoile, y étoile. Très bien. Donc là, on va attaquer directement. Parce que la question, elle est claire, il n'y a rien à expliquer. Rien de spécial. Alors, l'exercice. Très bien. Alors, je reprends les données. On a x1 sur 4, y3 sur 4, ok. On a les prix des deux biens, donc je note. Vous voyez, donc même si vous n'avez aucune idée, juste essayez de recopier les données sur le brouillon, ça peut vous ramener l'inspiration, d'accord. Donc px est égal à 4, mais ne restez pas les bras croisés le jour de l'examen. Ça, c'est la pire façon d'être bloqué, bien évidemment. Donc 3 pour PY et le revenu, bien sûr, est égal à 320. D'accord? Très bien. Alors, déterminer la combinaison optimale. Première question, combinaison optimale. Donc, la combinaison, bien sûr, des deux biens x, y, puisqu'elle est optimale, c'est-à-dire la meilleure. Donc, on cherche x étoile, y étoile. Et l'utilité maximale, bien sûr, c'est quoi? C'est l'utilité qui est procurée par cette combinaison optimale. Donc, c'est la deuxième partie de la question. Voilà l'objectif, donc, de cette première question. Très bien. Donc, je vais arrêter là et je reprends dans la troisième vidéo pour continuer.